Bonjour, bienvenue dans l'entretien politique sur First Africa TV. Les élections législatives de janvier 2023 approchent à grands pas. Pour un scrutin transparent, libre et inclusif, les institutions impliquées dans l'organisation de celui-ci mettent les petits plats dans les grands pendant que les partis politiques s'activent pour être au rendez-vous. Les observateurs et organisations de la société civile, elles veillent au grain pour faire entendre toutes les voix et faire peser le débat politique. Mais alors, quel est l'état des lieux de la veille citoyenne au Bénin? Quel regard portent analystes, experts en gouvernance et organisations de la société civile sur ce scrutin? Quelle organisation se fait particulièrement au niveau de la société civile? Pour répondre, entre autres, à ces questions, Joël Ataï Guédébé, nous ne le recevons pas en tant que membre de la société civile, mais en tant qu'expert en gouvernance. Monsieur Ataï Guédébé, bonjour. Bonjour, Monsieur Yancha. Bonjour aux téléspectateurs de First Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que nous ne vous recevons pas en tant que membre de la société civile, mais tout de même, bon, j'en suis un acteur qui ne fait pas... Étant donné que vous êtes acteur, évidemment, quel est l'état des lieux de la veille citoyenne au Bénin? Disons que c'est relativement celui du citoyen lambda. Il est vrai que nous nous dédions davantage en ces occasions au suivi du processus électoral. Donc, depuis quelque temps, pour ne pas dire depuis même la fin des dernières élections en date, et nous n'avons eu de cesse de suivre les choses, de faire quelques remarques et suggestions, et d'espérer que les organes de gestion des élections, que sont principalement la Sénat, la Cour constitutionnelle, voire la NIP pour le fichier électoral, joueront leur partition, de même que les partis politiques qui sont la pierre angulaire des élections, dans la mesure où c'est eux qui compétissent à l'expression du suffrage universel. Alors l'un dans l'autre, avec la convocation du corps électoral par le chef de l'État, chef du gouvernement, le processus a été quand même et légalement lancé. Chacun s'active à sa manière à jouer son rôle. On a vu principalement l'ANIP en première ligne, ou en tout cas dans la première phase globale qui était celle d'extraire le fichier électoral du registre des personnes de nationalité béninoise en âge de voter et remplissant les conditions édictées par le code électoral à cet effet. Donc chacun a suivi depuis quelque temps les invite à aller vérifier son nom sur les listes affichées. Ça ouvrait droit à des corrections possibles, à des demandes de transfert. En tout cas, il s'agissait d'aller vérifier que les renseignements portés au nom de chacun d'entre nous étaient exacts ou méritaient d'être corrigés. Au-delà de ça, la société civile a essayé de rencontrer l'ANIP. Ça n'a pas été une chose facile. C'est seulement la semaine dernière que, grosso modo, l'ANIP a fait droit à la demande des OSC de les rencontrer. Peut-être voulait-elle consolider l'ensemble des opérations qu'elle a faites jusque-là, qui sont allées jusqu'à même prolonger le délai d'affichage qui était prévu par la loi en vue de corriger la liste électorale informatisée provisoire, la LEI, suite à laquelle, ou processus, en tout cas étape suite à laquelle l'ANIP devrait maintenant tout toiletter et remettre le 8 novembre prochain ou plus tard la liste électorale informatisée à la Sénat pour l'éclatement en pause de vote, pour la distribution des cartes d'électeurs et j'en passe. Alors, en tant qu'observateur très averti de la vie politique béninoise, ou la vie dans son ensemble, oui. Comment voyez-vous le fonctionnement de la société civile aujourd'hui? Parce que certains estiment qu'elle est de moins en moins active. Est-ce qu'elle a mieux cerné sa mission ou a-t-elle reculé? Vous, je sais que vous avez quand même un pied de ce côté aussi et l'autre pied d'observateur. Oui, bon, les deux faisant ou en tout cas aidant à se tenir.
Bon, la société civile a bon dos, on lui demande beaucoup, alors qu'elle a des moyens très limités et parfois même elle est encore très peu comprise, sinon très peu désirée ou acceptée, tant qu'on n'est pas à peu près assuré de la manipuler, de l'instrumentaliser. Donc, quand elle a des velléités d'indépendance, d'autonomie, d'abord dans la direction de ses activités, tout comme dans le choix des moyens sur lesquels elle peut s'appuyer pour ses actions. Bon, elle est critiquée de toutes parts. Il est possible qu'elle n'ait pas toujours communiqué. Mais je vous le disais tantôt, c'est pas à la veille des élections que nous, on se réveille, en tout cas, de notre côté. Il y a une veille, il y a une réflexion, il y a un suivi, il y a une organisation, une planification de ce qu'on pourrait faire. Bien entendu, les moyens conditionnent un peu ces ambitions-là. Donc, il faut se mettre à la recherche de ces moyens qui, généralement, ne sont offerts, ne sont concédés que par des chancelleries étrangères, des fondations étrangères qui ne sont pas appelées à le faire éternellement. L'État béninois n'apporte pas un seul centime. Les citoyens béninois, j'ai pas l'impression qu'ils cotisent, qu'ils concourent par quelque soutien financier que ce soit. Mais pour déployer des gens sur 77 communes, sur l'étendue du territoire, dans le temps, la durée, il en faut des moyens. Donc, c'est trouver la justesse dans ce déploiement, dans la mise en œuvre des maigres moyens dont nous disposons, qui ne sont jamais acquis à l'avance. C'est donc généralement par appel à projet que les chancelleries qui s'investissent dans le processus électoral, c'est pas tout le monde qui le fait. Et bon, vous concède, vous offre, je vais pas dire ce pécule, et ça peut jouer, et ça joue fatalement sur notre visibilité, sur peut-être un déploiement plus long dans le temps. Il faut se féliciter, par exemple, que les États-Unis, à travers l'USAID, je crois, et puis l'IRI, la fondation IRI, qui est venue au Bénin pour la première fois depuis assez longtemps avec ces moyens-là. Il faut se féliciter que un consortium d'ONG ait déjà reçu quelques moyens, je crois que c'est le COSEP, pour se déployer sur le terrain. Donc, ça leur a permis d'être encore plus pertinent dans l'observation, dans les remarques faites à propos de l'affichage. Mais la plateforme électorale des OSC, à travers laquelle mon association Nouvelle Éthique œuvre ou est active, n'a pas moins fait son monitoring du système, n'est pas moins en relation avec la Sénat. Et autant que les autres acteurs le désirent, nous restons fondamentalement des acteurs médians du jeu politique. On ne concourt pas à l'expression du suffrage universel, on se doit d'être absolument non partisans. Donc nous restons disponibles pour accompagner, informer, et je crois que pour le plus grand nombre, notre rôle est essentiellement de sensibiliser. Et à travers les messages WhatsApp, en cas, les messages électroniques, l'initiative citoyen 229 Vote Agit permet de déconstruire les fake news. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, qui tendent à manipuler l'opinion. Donc, nous faisons ce travail de déconstruction à travers une présence discrète mais soutenue sur les médias électroniques. Deuxièmement, il va sans dire que autant que faire se peut, il y a d'autres messages d'exhortation, d'éducation civique que nous mettons en œuvre et chemin faisant, sur la base de la loi électorale, du code électoral, ne feront qu'accompagner davantage les citoyens à prendre leur part de ce processus-là, pour que, à l'arrivée, nous ayons davantage de comportements vertueux, davantage de paix, de tranquillité, et surtout comme indicateur la transparence, la crédibilité du processus électoral, pour que les élections les résultats qui seraient issus des élections soient acceptables de tous. C'est quand même ça. On fait pas les élections pour finir en guerre ou dans la contestation. C'est pas une fatalité. La contestation est prévue par les textes de loi, les voies de recours sont prévues, disponibles, tant qu'on respecte les conditions de forme, de délai
et d'intérêt. Bon, donc, on n'en est pas tout à fait là. Certains se sont fait entendre au niveau des acteurs politiques. On fait des requêtes, des récriminations. On a observé que la Cour constitutionnelle même a commencé à rendre des décisions. Voilà, le processus est lancé. Évidemment, après la consolidation de la liste, dont on espère qu'elle sera la plus exhaustive possible, il faut espérer que, à l'intérieur des partis, l'étape de sélection des candidats, de constitution des listes, ne crée pas trop de vagues, parce que personne ne pourra satisfaire tout le monde. Il n'y aura que 109 places de titulaires, 109 places de suppléants pour chaque parti qui essaye de se présenter. Il faut encore que ces 218 dossiers soient passés au peigne fin, remplissent les conditions édictées par la loi. Et ma foi, de proche en proche, on arrivera, j'espère, au 8 janvier avec un environnement, une mise en place en tout cas aussi optimale que possible pour que les élections redeviennent juste une parenthèse, mais une parenthèse sérieuse et rigoureuse dans la vérité. Justement, depuis que les réformes ont été opérées, les changements ont été induits, et cela a été beaucoup plus remarqué en 2019 avec les législatives dernières. Est-ce que de 2019 à aujourd'hui, quelque chose a changé? Oui, beaucoup a changé. Disons que on n'en est plus à la prise de textes nouveaux. Ces textes-là ont le mérite d'avoir été relativement stabilisés dans le temps. En tout cas, depuis la présidentielle de 2021, depuis l'année dernière, on n'aura eu aucun changement au niveau législatif. Il est important que le cadre légal soit stabilisé, connu de tous, et suffisamment diffusé dans le corps social et encore plus bien maîtrisé par les organes de gestion des élections comme les autres acteurs que sont les candidats. Et c'est une satisfaction. Et ça ne veut pas dire que le code électoral soit parfait. Il comporte des imperfections, il est critiquable. Mais vous voyez, si on met le rétroviseur en 2019 à la veille des élections et jusqu'au moment des élections, on en était encore à contester le bien fondé de certains aspects de la loi. Parce que la réforme partisane a coïncidé et dans son chronogramme avec le processus électoral. Il y a eu un chevauchement malheureux du calendrier ou des calendriers qui a fait que la mise en conformité des partis par rapport à la nouvelle charte politique s'est entremêlée avec bonne foi ou mauvaise foi, en tout cas avec le calendrier électoral. Ça n'a pas facilité l'appréhension des choses, la compréhension de tout, pour ainsi dire, avec au bout 2 partis uniquement qui ont été qualifiés pour ces élections. Ça tranchait beaucoup avec nos élections antérieures où nous avions peu ou prou pour les législatives quand même d'une vingtaine à une trentaine de listes de candidats. Et donc, on espère, on a la faiblesse de croire que les conditions existent aujourd'hui pour que l'inclusivité soit de mise. Il ne faut pas crier victoire trop tôt, puisque certains s'inquiètent du rôle que pourrait jouer l'administration dans la délivrance de certaines pièces importantes comme le quitus fiscal, le certificat de résidence et j'en passe. Donc, c'est de la bonne volonté de part et d'autre qu'il faut consolider à tout le moins pour assurer que sur la ligne de départ, les chances soient égales. Vous avez évoqué l'inclusivité, je vais vous montrer la transparence et le libre scrutin. La Commission électorale nationale a entrepris une démarche ces derniers jours en rencontrant les parties prenantes de ces élections. Est-ce que cela augure vraiment un certain espoir à voir la différence entre ce qui s'est passé en 2019 et 2023? Oui. Ça s'est passé en 2023. C'est pas peu de voir que parfois les acteurs sont les mêmes avec des rôles différents. Pour ne pas le nommer, le ministre Akalafia, qui était à la manœuvre au niveau du gouvernement comme ministre de l'Intérieur chargé d'agréer les partis politiques, avait relativement le mauvais rôle. Aujourd'hui, les présidents du Conseil électoral de la Sénat, et disons qu'il préside à une démarche qui semble s'être
qui semble être résolument voulu de la Sénat, d'aller à la concertation, à la rencontre avec les acteurs politiques. Donc, il faut s'en féliciter, les encourager à toujours avoir cette attitude d'ouverture à l'information pour échanger, trouver les meilleurs consensus, les meilleurs accords possibles sur la compréhension du code électoral, des procédures que la Sénat entend appliquer en tant qu'organe principal de gestion des élections. Et bien sûr, la Sénat avait aussi un rôle moins actif tant que l'ANIP était à la manœuvre pour le fichier électoral. Donc c'est désormais dans la suite du processus qu'on va juger la Sénat également sur sa bonne foi, sur la régularité de ces actes. De toute façon, ils sont justiciables de la Cour constitutionnelle. Les partis, les candidats qui ont intérêt peuvent faire, en respectant les délais requis, les formes, peuvent faire des recours. Donc la Sénat n'a pas intérêt à être désavouée sur toute la ligne. Et elle va devoir nous communiquer, elle a communiqué son chronogramme, on va commencer à l'observer par rapport au respect du dit chronogramme. Et on va particulièrement l'observer par rapport à la distribution des cartes d'électeurs dans les délais et pour que les 5 millions et quelques d'électeurs recensés, même si je peux regretter que la liste manque de qualité en certains points. C'est pas, enfin, il y a d'autres endroits pour en parler. Donc, on va voir comment la Sénat va éclater tout ça en centre de vote, va recruter les agents électoraux, les former et pour que le jour J, ce soit vraiment un personnel de qualité, un personnel doté du professionnalisme requis et de l'éthique professionnelle, en tout cas qui va avec le statut d'agent électoral. Et pour près de 15 000 bureaux de vote, c'est quand même au moins 45 000 personnes, sinon presque une cinquantaine de milliers de personnes dont il faut s'assurer de la qualité, de la probité et de la maîtrise des opérations électorales. Donc, il ne faut pas seulement la bonne volonté, mais il faut de la compétence un peu partout. Et j'ose croire aussi que les partis politiques, de leur côté, vont mettre en branle leurs ressources pour identifier ceux de leurs militants ou sympathisants capables de les représenter partout, pour suivre les choses conformément aux droits que leur donne la loi, de suivre le processus électoral et de faire observer éventuellement certains désagréments ou désaccords. Donc, si chacun jouait son rôle par rapport au code électoral, j'ai bon espoir que les choses se passent bien. Apparemment, le gouvernement a déjà donné l'assurance et d'avoir à travers la pérennisation de la Sénat et donc le vote en temps utile de son budget. Donc, le gouvernement devrait continuer de jouer sa partition par une bonne dotation en moyens financiers et matériels et en force de sécurité de défense pour soutenir la Sénat dans l'organisation des élections. La Sénat a besoin de l'appui conséquent des forces de sécurité également, qui se mettent à sa disposition, qui se mettent sous son autorité dans le cadre des élections. Donc, il y a beaucoup de choses qui appellent une synergie des acteurs. Faut pas avoir une vision monopolistique et particulière de pourrir le jeu par des manœuvres sordides ou des dénonciations intempestives et non fondées. Bon, j'ose croire que au soir du 8 janvier, chacun pourra voir exactement et pourra jauger de sa popularité. Et puisque le peuple reste souverain à travers sa manifestation dans les urnes, la manifestation dans les urnes de ses choix, de son choix. Le processus est déjà en cours, hein, et Absolument. Le démarrage du dépôt des dossiers ce 28, des dossiers des candidats ce 28 octobre est un point très important dans la marche. Que doit déjà commencer par faire les OSC pour faire entendre les voix même les plus précaires? Bon, je crois que les OSC ne peuvent pas rester indifférentes aux
aux inquiétudes des partis politiques. S'agissant de la délivrance en bonne et due forme des pièces administratives attendues au dossier. Et donc l'administration se doit d'être rappelée à son devoir républicain. Et par qui de droit? Et j'ose croire que le chef de l'État, chef de l'administration publique, ainsi que ses ministres et l'ensemble des services vont rester dans cette optique-là. Et donc à partir de là, je veux croire que c'est déjà un signe de bonne volonté qu'il faut prendre au mot, et que, chemin faisant, de proche en proche, chacun fasse à peu près son devoir, fasse seulement son devoir, mais que ceux qui doivent également se mettre en règle le soient et ne viennent pas intoxiquer l'opinion et par des accusations fantaisistes. Si vous n'êtes pas à jour de vos impôts, il n'est pas possible de vous délivrer le quitus fiscal non plus. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si quelqu'un est à jour, remplit les conditions, c'est absolument de son droit d'exiger, d'attendre de la direction de l'administration des impôts dans notre pays qu'elle fasse son travail, parce que cette pièce-là est fondamentale dans l'accréditation, dans l'acceptation des dossiers. Il y a une petite nouveauté aujourd'hui dans la délivrance des certificats de résidence. Ce n'est plus les chefs quartiers, même pas les chefs d'arrondissement qui sont appelés à attester rigoureusement de votre résidence. Quelque part, si c'est l'ANIP qui est désormais responsabilisée pour ça, c'est à elle de dire comment elle entend concrètement satisfaire tout un chacun dans les délais requis. Et il est bon qu'il existe un dialogue, qu'il y ait des échanges par rapport à une condition particulière, des règles particulières pour l'élection des députés au Bénin. Ne peut être candidat à l'élection législative au Bénin qu'un citoyen remplissant non seulement les conditions d'électeur, mais de résidence au Bénin 1 an avant la date des élections. Et par le passé, des candidats, même des candidats élus, ont pu être déchus de leur qualité par la Cour constitutionnelle pour ce défaut de résidence au Bénin 1 an avant les élections. Une polémique pourrait s'installer durablement par rapport à cette condition, parce qu'il faut que chacun arrive à faire la preuve qu'il réside au Bénin depuis le 9 janvier 2021 au moins, pour que sa candidature soit valide. Gageons que l'interprétation ou la manière de décider de l'accomplissement de cette condition ne fasse pas l'objet de trop de vagues. Justement, parlant de la délivrance de cette pièce administrative, il y a le leader d'une formation politique qui est monté au créneau cette semaine pour dénoncer le refus de certaines administrations communales du certificat de résidence à ses militants. Il y a d'autres partis également de l'opposition qui disent observer un retard dans la délivrance du quitus fiscal. Est-ce que cela ne soulève pas des craintes? Oui, fatalement. Personne n'a envie d'être en retard, d'être pris à défaut pour ce qui n'est pas de sa faute. Donc chacun doit jouer sa partition. Donc au chef du gouvernement et au chef des administrations subséquentes de réaffirmer leur volonté républicaine de servir sans parti pris. L'administration publique doit être au service de tous, sans parti pris. Donc il faut espérer que ce ne soit pas des manigances, mais que peut-être ce soit des difficultés. Donc il faut les lever au plus tôt, rassurer qu'on ne cherche pas à faire mal à Paul ou à Pierre. Et, vous savez, c'est essentiellement les mesures de confiance qui permettent d'avoir un climat apaisé à l'approche ou dans le cadre d'un processus électoral. Si on se donne pas la peine de lever les doutes possibles, les zones d'ombre, bon, on pourrit inutilement l'atmosphère. Et c'est pas souhaitable parce que le temps mis à retrouver l'apaisement est trop long, et parfois le coût de la gestion des crises de toute façon est bien plus élevé que les efforts qu'on pourrait faire
pour avoir simplement la bonne compréhension des choses. Et donc, ceux qui sont fautifs, ceux qui font délibérément obstruction, soient sanctionnés et soient châtiés avec la plus grande sévérité. On ne peut pas tolérer que quelques individus choisissent délibérément de pourrir le jeu en croyant éventuellement rendre service au président de la République ou à ses partisans. Mais à l'inverse, les partis politiques qui compétissent ou qui veulent faire de candidature devraient également bien lire et comprendre la loi. Et on dit que ce ne sont plus les autorités administratives qui délivrent le certificat de résidence. La question est de savoir comment l'ANIP va le faire. Donc, il ne faut pas déplacer le débat. On ne va pas revenir éventuellement sur ça. La loi est là, si imparfaite soit-elle. Comment on l'applique? C'est de ça qu'il s'agit. Et l'un dans l'autre, on peut recenser ces situations-là et voir comment, ensemble, les résoudre, que ce soit la Sénat, l'ANIP, le gouvernement, éventuellement la société civile, si on veut l'associer comme facilitatrice. Je crois qu'on n'est pas encore à un point de non-retour et que l'un dans l'autre, on devrait avoir l'humilité d'évaluer ce qui a été mis en place, sa pertinence, sa fonctionnalité et apporter les correctifs nécessaires le cas échéant. C'est ma petite compréhension de cela. L'affichage de la liste électorale informatisée provisoire a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez évoqué également ici le souhait d'un membre de la société civile de l'auditer. L'ANIP a donné son avis favorable quant à cette démarche. Est-ce que cela va permettre de dissiper les appréhensions qu'il y a? Bon, il y a deux aspects dans votre question. Premièrement, les conditions matérielles d'organisation de l'affichage qui n'ont jamais été optimales au Bénin. Depuis 2005 que nous parlons d'affichage des listes et autres, là, de recensement qui va vers l'électeur. L'affichage tel qu'on le fait, et surtout en période de pluie, est critiquable puisque les intempéries peuvent abîmer ça. Il y a l'incivisme qui fait également que des gens déchirent et tout ça. Et quand bien même l'intégrité de ces listes-là n'aurait pas été atteinte par les intempéries ou par des gens malveillants, il faut que ceux qui produisent ces listes-là s'assurent de leur lisibilité. C'est pas toujours le cas et c'est souvent fait en très petits caractères sur des tableaux qui vont jusqu'en bas où il faut se pencher. Il y a aussi des informations qui sont envoyées via des réseaux GSM. Oui, ça n'a commencé que la semaine dernière. Bon, moi ça me fait rire parfois. C'est bien beau tout ce déploiement technologique-là. On me réfère par exemple à un centre de vote relatif à une école qui n'existe même plus, alors que l'Assemblée nationale a voté l'ensemble des centres de vote, donc a fixé la carte électorale au plan matériel. Donc, par endroit, il y a encore beaucoup de choses à faire, à refaire. Oui, manifestement, c'est bien, c'est pas inutile d'aider le citoyen à s'y retrouver. Mais ça a commencé quand? Depuis avant-hier ou depuis le week-end. Et dans le même temps, on dit que les délais sont fort clos pour faire les observations. Si c'est pour se donner bonne conscience qu'on a agi, non, c'est pas intéressant. Cette profusion d'informations qui nous apporte pas plus, dans la mesure où le processus lui-même reste truffé d'erreurs ou de dysfonctionnements fondamentaux. Et ça, c'est bien dommage, par exemple. Et deuxièmement, et ça, c'est pas que l'ANIP qui est responsable de ça, ça se passait plus ou moins comme ça avant. Espérons, parce que j'ai pas entendu qui que ce soit dire qu'on a enfin expurgé la liste électorale des personnes défuntes. Mais l'INSAE nous a certifié par une étude scientifique depuis au moins 1 an, depuis 2 ans bientôt, que le fichier électoral comporte au moins 500 000 morts. Et statistiquement, c'est évaluable. Et pourquoi on continue de faire cohabiter tout ce monde-là avec des vivants et qu'on laisse entretenir la possibilité que, à défaut du vote électronique, parce qu'il n'y a que le vote électronique qui permette à l'électeur réel de venir
exercer son droit de vote. Sinon, le système reste ouvert encore à la fraude et par bourrage d'urne, par le vote par une autre personne indue dès que la surveillance n'est pas bien renforcée. Donc, si j'ajoute à ces facteurs structurels déjà, et ce boulet qu'on traîne depuis des élections, moi, je ne peux pas me vanter de la fiabilité, de l'exhaustivité de cette liste-là. C'est au plan scientifique, au plan rationnel, il y a quand même un problème de ce côté-là. On ne peut pas être fier de ça pour tous ces moyens qui ont été déployés. Et là, la classe politique est interpellée. Qu'est-ce qu'elle veut exactement? Pourquoi elle ne s'attarde pas sur ces points fondamentaux qui vont faire que la liste remplisse les conditions rationnelles de fiabilité, d'exhaustivité? On est loin de ça, et puis on pollue l'atmosphère par d'autres demandes, par d'autres considérations. Bon, on va avoir ce qu'on va avoir, et cas, on va voter avec ce qu'on va nous donner comme outil. Mais regardons dans une glace, on ne peut pas être fier de ce travail bâclé par l'ensemble de la classe politique et des parties prenantes. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant le 8 janvier prochain? Ah, peut-être plus, parce que les délais commencent pas à être courts. Le 8 novembre, déjà au plus tard, la Sénat devrait pouvoir réceptionner la liste électorale informatisée. C'est pas un travail inutile qui a été fait. Il faut féliciter l'ANIP d'avoir sorti quelque chose. Mais on pouvait faire mieux. L'ANIP, la critique de s'être trop enfermée, de n'avoir pas suffisamment échangé, peut-être pour mieux entendre certaines récriminations, certaines suggestions et probablement ajuster le processus en cours de route. Là, on est en bout de parcours pour ce qui est de sa tâche. Et oui, elle fait droit à des demandes d'audit. Moi, je dis que les mots n'ont que des usages. Audit de quelle manière? Sur la base de quel protocole? On est dans un projet informatique. Même dans tout projet, tout court, on devrait prévoir les éléments de suivi, évaluation. Ils doivent être connus en amont et pour ne pas dire dès le départ. On doit pouvoir fixer les seuils de qualité de l'outil qu'on veut produire. Et avec qui ça a été discuté? Où est-ce que ça a été produit? On n'est pas informé de ça. Moi, je ne sais pas. Et jusqu'à quel point on a pu recenser de manière exhaustive et ceux qui sont attendus comme citoyens, de quelle manière on a pu radier ceux qui ne devraient plus être là-dessus. Mais ça, c'est les critères, c'est les indicateurs d'une liste fiable en réalité. Et donc, on esquive le débat. Et de ce point de vue-là, bon, donc on va faire l'audit qu'on pourra. Et ça peut être par tirage au sort, ça peut être alors, c'est quel pourcentage qui va être concerné par la vérification des données de ce qui a été fait? Et de quelle manière l'agence de protection des données personnelles va-t-elle être impliquée? Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand on a eu relativement un débat similaire à propos de l'EPI, on n'a pas pu faire l'audit avant les élections présidentielles de début avril ou du 30 mars, je peux me tromper, de mars 2011, encore moins les législatives qui ont eu lieu un mois après. Et malgré la présence, le soutien de l'Agence de la francophonie, si nous voulons être honnêtes, on n'a pas fait un audit digne de ce nom-là. Donc arrêtons de nous gausser de mots qui ne font pas avancer outre mesure. Et si on veut être sérieux dans ça, c'est autrement qu'on le fait. Donc moi, je ne cautionne pas, je ne me retrouve pas dans ça. Alors, est-ce que vous pensez que les acteurs se sont concrètement, sérieusement parler et que nous sommes dans une vraiment pacifiée pour les prochaines? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Disons que même des gens qui annonçaient ne pas vouloir se soumettre aux lois en vigueur, font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est déjà un signe de bonne volonté. Et à l'inverse, je pense également que les autorités en charge du processus électoral essaient de faire de leur mieux pour ne pas désespérer ceux qui pourraient trouver prétexte à ne pas s'inviter, à ne pas participer davantage. Donc il y a comme un consensus relatif quand même pour que ces élections permettent aux uns aux autres de prendre le départ. Gageons que ce
état d'esprit demeure, se perfectionne et qu'on ait davantage de détente. Il empêche à l'intérieur des partis aussi la guerre ou la méfiance, les tensions seront de mise, ne serait-ce que par rapport à la question des positionnements sur les listes électorales. Je vous le disais, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On a vu les démissions, adhésions dans tous les sens. On ne parle pas forcément de transhumance, mais on a vu tout ce branle-bas qui n'est pas anodin. Si c'est pour consolider le système partisan, si c'est pour prendre sa part du feu et de l'engagement partisan, chiche. Et si c'est très calculé pour avoir une position d'éligible, bon, on verra ce qu'on verra. Souhaitons simplement qu'il y ait davantage de mobilisation pour que les femmes se sentent encore mieux concernées par ces élections qui leur donnent la possibilité pour la première fois d'avoir une représentation substantielle. 24 sièges sont d'office réservés. C'est inédit dans l'histoire du Bénin. C'est bien peu par rapport à ce qu'elles sont en droit d'attendre, mais quand même à elles de s'engager, d'être encouragées à le faire davantage en adhérant aux partis politiques, en acceptant même d'être positionné sur les listes et en exigeant d'être positionné comme étant en situation éligible. On peut être positionné en queue de liste ou bien comme suppléant du dernier. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, aux femmes d'évaluer leur popularité, leur capacité de mobilisation, leur apport aux partis politiques qu'elles soutiennent, et pour exiger également que justice leur soit rendue en termes de positionnement. Et quand on dit les femmes, je veux entendre les autres minorités, comme les jeunes également, dont on ne parle pas beaucoup. Et tout ça participe pas d'un renouvellement de la classe politique de notre pays, et j'espère aussi qualitatif que ce soit. Ça ne doit pas être forcément la guerre des anciens contre les nouveaux, des femmes contre les hommes, ou bien des plus jeunes contre les plus vieux. Mais je pense que chaque parti gagnerait de toute façon à identifier ceux des citoyens qui sont à même de mieux porter les aspirations de nos populations et de porter également les propositions des partis politiques. Actuellement, le débat est très pauvre en ces termes. On dira que la campagne n'est pas ouverte. Peut-être. Mais je vois bien certains arriver comme soutien indéfectible du chef de l'État. C'est bien court, c'est bien peu. Et puis ceux qui se proposent de tout démanteler, et ça également, c'est pas crédible. Et donc on attend davantage de réponses pertinentes par rapport aux conditions de vie de la population, aux difficultés, aux aspirations, et davantage de propositions originales mais réalistes et au plan législatif. Je crois que si on arrivait à faire ça, nous pourrions être heureux d'avoir renoué non seulement avec un processus électoral inclusif, mais qualitatif dans ces éléments. On a vu les élections au Kenya où pourtant il y a quelques années des violences impossibles. On a vu ces élections se dérouler et loin des considérations tribales, loin d'une violence endémique, même s'il y en a eu au moment de la contestation des résultats, de la proclamation des résultats. Mais on a vu une campagne présidentielle centrée sur des propositions, sur des débats d'idées. Le Bénin est capable, devrait être capable de le faire. Vous pouvez pas. Bon, espérons surtout que on a réduit le nombre par la force des choses, le nombre de partis politiques va être réduit et réduit de toute façon. Donc si au départ nous avons une quinzaine au moins de partis politiques régulièrement enregistrés, s'ils peuvent tous être admis à concourir, tant mieux. Mais s'ils ne le sont pas tous substantiellement, et une fois que nous avons la garantie du pluralisme, il faut que nous ayons également le souci de la qualité des propositions comme des positionnements qui vont être faits. Expert en gouvernement, quelle appréciation avez-vous de la législature finissante? Forcément, elle laisse un goût amer et par son manque de pluralisme, par son manque de diversité et son soutien je vais pas dire unanime au gouvernement, mais c'est un accident de notre vie politique qui a amené deux partis politiques soutenant l'action du gouvernement à se retrouver à l'Assemblée. Donc ça a donné l'impression
et parfois injuste, et que cette assemblée était une assemblée aux ordres, une assemblée de godillots. Il y a eu par moments des efforts de la part de certains élus pour donner une meilleure mesure d'eux-mêmes, voire de leur parti. Ça n'a pas été suffisant. Et je crois que sur ces 4 dernières années, malheureusement pour elle, cette législature n'a pas sérieusement réussi à donner le sentiment qu'elle était suffisamment plurielle, soucieuse des besoins de la population. Elle donnait plus l'impression de s'aligner systématiquement sur les desiderata du gouvernement. Même en termes de contrôle de l'action gouvernementale, elle ne s'est pas signalée par de grandes initiatives qui auraient pu donner le change. Fort heureusement, de temps à autre, il y a eu quelques interpellations, mais sans grand lendemain. Il empêche la législature dirigée par le président Vlavonou a parfois eu le souci d'une législature de qualité dans ce qu'elle faisait, dans ce contexte-là. À elle de se renouveler, de faire en sorte que les meilleurs d'elle reviennent et se mêlent dans un cadre, dans une situation plus plurielle où, à travers un combat politique, un débat politique, disons, de bonne facture, chacun apporte sa meilleure contribution à l'élaboration des lois dans notre pays, en tout cas au travail législatif. Des choses ont été faites dont on est loin d'être satisfait, ne serait-ce que quand on voit qu'il a parfois fallu des lois interprétatives pour mieux comprendre la volonté du législateur, et ça, c'est pas heureux. La Cour des comptes a été quand même mise en place par une élaboration législative assez intéressante. Des perfectionnements des amendements restent possibles. Et je veux croire que la prochaine législature fera en sorte que la minorité, pour ne pas dire l'opposition, occupe le poste de président de la Commission des finances. C'est un minimum en démocratie, même quand on contrôle une assemblée, même quand on est majoritaire, que de faire place à l'inclusivité, à la complémentarité, en reconnaissant que la minorité également peut apporter quelque chose. Une minorité soutenant le gouvernement ou non, ça peut être une minorité qui coïncide avec l'opposition. Mais ce poste les postes de questeur, les postes de président de la Commission des finances devraient revenir à des formations politiques qui n'ont pas le même son de cloche que ceux qui ont la majorité. C'est des petits efforts également, comme ceux-là, qui vont donner le sentiment que le souci d'éthique est à un niveau assez élevé chez notre classe politique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la morale n'a rien à voir en politique. Je ne veux pas faire coïncider morale et politique. Mais en allant même dans le sens de ce que le président Vlavonou et son bureau ont fait en adoptant, en initiant un code de déontologie et d'éthique du parlementaire, il va sans dire qu'il va falloir être encore plus attentif à son attitude, à son comportement, pour que la deuxième institution de notre État, qu'est l'Assemblée nationale, soit respectable, soit mieux confortée dans ses initiatives, dans ce qu'elle fait. De façon très explicite, quelle est la qualité donc des parlementaires que vous souhaitez pour le Bénin en 2023? Oh, non, on souhaite des parlementaires aussi peu démagogues que possible, suffisamment investis dans le travail de production de la loi et pour la transformation sociale. C'est ça le rôle du député, en plus de contrôler l'action du gouvernement. Donc, s'il est là pour voter les lois, s'il n'a pas effectivement beaucoup de moyens pour initier suffisamment de lois de qualité au regard des moyens dont dispose le gouvernement, aujourd'hui, le parlementaire ou l'Assemblée nationale est quand même fondé à tout faire pour exercer au mieux
son rôle de contrôleur ou de contrôle de l'action gouvernementale, d'autant que on vient de lui adjoindre, elle vient de s'adjoindre à travers la révision de la Constitution, mais surtout le vote des lois organiques et autres là, la Cour des comptes, qui est fondée conformément à la Constitution, à sa loi organique, a appuyé l'Assemblée nationale dans l'audit des comptes publics. Et donc, ça veut dire une information de qualité et de caractère juridictionnel désormais à la portée du législateur, qui a pratiquement tout pour décider, pour apprécier la gestion du gouvernement. Donc, en termes de redevabilité, nos députés nous doivent cet effort-là d'investigation pour aller jusqu'au bout dans l'évaluation, dans l'appréciation des moyens qu'ils accordent au gouvernement par le vote de la loi des finances, par le vote du budget. Et je concède que notre Constitution ne permet pas à l'Assemblée nationale, aux députés, de faire suffisamment d'amendements substantiels par rapport au budget. Nous sommes à l'ère des exécutifs. Mais l'Assemblée a des leviers, a des prérogatives pour contrôler l'action gouvernementale et rendre compte aux citoyens qui est représenté à travers divers députés. Ma foi, si l'Assemblée déjà s'efforçait de faire ça, je pense qu'elle mériterait davantage de respectabilité de la part de la population. Monsieur Ataï Gedebe, nous sommes presque au terme de cet entretien. Votre mot de la fin? Bien, je voudrais me féliciter de ce que un média récent exploite au mieux les progrès de la technologie, voire de la loi, pour se frayer son chemin dans le travail d'information. Donc, First Afrique est, je crois, né pour se faire des dents, pour apporter une information qualitative. Et je m'en voudrais de ne pas vous en féliciter. Merci. Et souhaiter que les réseaux sociaux servent plutôt à cela qu'à entretenir des fausses informations, qu'à intoxiquer. Donc, nous avons divers outils pour continuer à développer la citoyenneté, le vivre ensemble dans notre pays. Et au sortir du processus électoral, pour ne pas dire pendant le travail le temps qui nous reste encore à parcourir jusqu'au dénouement, il faut espérer que réellement chacun se préoccupe de faire en sorte que ce pays se retrouve, heureux d'avoir choisi la démocratie, se retrouve dans une république fraternelle mais exigeante au lendemain du 8 janvier prochain. Nous pouvons renouer avec des élections ouvertes, transparentes et crédibles dans notre pays. Encore plus avec une représentation nationale digne de ce nom-là. Les partis politiques peuvent positionner plus de 24 femmes. Ils peuvent faire cet effort-là de montrer qu'ils s'en tiennent pas qu'à ce quota-là, en faisant en sorte que dans le reste des 85 députés, ils identifient et positionnent davantage de femmes. Je pense que ce sera aussi un signe que les partis politiques veulent changer, sont à l'écoute de la société. Fin de cet entretien, Monsieur Ataï Gedebe. Merci pour la disponibilité. Merci. Merci à vous également, chers internautes. Restez face à Africa.